si la FC23 avance à Uvira, il y a des risques néfastes pour les Burundis. L'enjeu qui est politique et sécuritaire, parce que n'oublie pas que le haut plateau d'Uvira regorge des militaires rebelles ici du coup d'État raté de 2015. Exact. Et qui aujourd'hui reste une menace permanente au pouvoir burundais de Ndayishimiye. C'est comme les FDLR sur le sol congolais pour le Rwanda. Oui. Toujours la vérité. Au nord de la ville de Goma, il y a encore des attaques dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo et les FDLR qui se sont réfugiés dans les parcs viennent dans certains villages au nord de la ville de Goma pour perturber la quiétude de la population. Nous allons faire les points sur les combats au courant de ce week-end. Et nous commençons la nouvelle semaine avec cette question. Nous allons également évoquer cette rencontre entre les présidents Ndayishimiye du Burundi qui a échangé avec une délégation de la FC23. Vous savez, la guerre progresse. Et aujourd'hui, l'actualité nous amène à Uvira. Uvira qui partage la même frontière avec la République démocratique du Congo et le Burundi. À Uvira, nous sommes au Congo, mais il y a une frontière avec le Burundi. Ndayishimiye commence à trembler. Nous allons parler de ces questions dans cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour et bienvenue à mes invités sur ces plateaux, les journalistes de Kivu Morning Post. Héritier Baraka, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Blaise Bassabos. Josper Hangui qui est avec nous sur ces plateaux. Josper, bonjour et bonjour bienvenue. Blaise, bonjour Héritier, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout et merci beaucoup. Avant de parler de cette question aussi cruciale, avec le Burundi, revenons sur ces attaques au courant de ce week-end. D'abord à Mudja, en territoire de Nyiragongo. Oui, ça commence à être récurrent, des attaques autour de Goma. Vers le mois d'avril et mai, il y a eu une attaque de Wazalendo à l'ouest de la ville de Goma. Mais à chaque fois, il y a toujours des accrochages dans le Roussayo, en plein parc national de Virunga, où des FDLR s'étaient repliés et où il reste actifs des éléments de FDLR. Malheureusement, certains Wazalendo aussi viennent faire des attaques dans le Nyiragongo à Mudja et ce sont les populations civiles qui restent victimes, qui ont fui ce village. Il y a eu beaucoup de panique dimanche, mais finalement, des combattants de F-123 ont remis de l'ordre dans cette entité. Mais ça reste quand même dangereux, Blaise, il faut le dire, parce que l'F-123 contrôle tout le territoire de Nyiragongo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, moi, je me pose l'action de savoir ces attaques qui viennent cibler quelques populations. Ces attaques au milieu du M23, elles visent qui précisément? Est-ce que ce n'est pas seulement venir exposer la population inutilement? Quelle est cette force Wazalendo qui viendra des Roussailles pour récupérer Goma aujourd'hui, ou même prendre le contrôle de l'entièreté du groupement de Mudja? Moi, je pense que si ces forces étaient coordonnées, le commandement devrait mettre fin à ce genre d'attaques qui viennent mettre en péril la population, alors que nous savons tous aujourd'hui qu'il est presque impossible pour une quelconque force venant du parc de Virunga de reprendre le contrôle d'un territoire ou d'une ville comme Goma. Et puis, le droit international humanitaire aussi ne peut pas, en tout cas, jouer en faveur d'un groupe qui viendra mener des combats en pleine cité. Comme Mudja, c'est une cité très habitée, jusqu'à Kiziba 1, c'est une partie de Goma. Beaucoup de populations de Goma qui travaillent au centre-ville. D'ailleurs, on ne sait même pas jusqu'aujourd'hui délimiter Nyiragongo et Goma dans certains villages comme Bugamba, comme Kiziba 1, Kiziba 2, comme Kabale, Katambi, Kanzana. On ne sait pas, en tout cas, la limite entre Goma et ces villages. Donc, venir mener des attaques, même si certains compatriotes sont en train d'applaudir sur les réseaux sociaux, les Wazalendo en disant que voilà, nos Wazalendo reprennent des quartiers de Goma. J'ai suivi même dans une vidéo un monsieur qui est en train d'affirmer que certains quartiers de Goma étaient tombés. Moi, je pose la question de savoir, ça va jouer au profit de qui
si ce ne sont que des familles qui vont être endeuillées, si encore une fois de plus, on assistait à des combats en pleine ville de Goma. Nous avons déjà obtenu une leçon en janvier dernier quand on avait donné un mot d'ordre aux soldats des FARDC et aux policiers de rester et de transformer la ville de Goma en cimetière. Cela a été fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore, souhaiter un tel désastre en pleine ville de Goma? Je pense que ceux qui viennent mener ces attaques peut-être sont inconscients, mais c'est à leur commandement et c'est aux forces armées congolaises de tirer les oreilles de ces éléments aux alliés parce qu'ils restent contrôlés et coordonnés par l'armée congolaise. Héritier, Kivu Morning Post a fait quand même un bilan de ces attaques. On parle des blessés dans la zone. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Oui, donc selon la société civile des groupements Mouja, au moins des civils ont été tués, dont un enseignant, mais également des autres ont été blessés et il y aurait eu une dizaine de combattants Wazalendo qui ont été capturés et selon la population locale, certains de ces miliciens Wazalendo ont attaqué Itani, mais maîtrisés, certains ont disparu dans des ménages. Il ne s'agit pas seulement des Mouja en territoire de Nyiragongo, Jospin, il y a aussi des combats ailleurs. Ouais, une nouvelle escalade de conflit le week-end. Le centre d'un petit où l'F-123 détient plusieurs positions a encore été bombardé. Et l'F-123 a dénoncé une autre violation des cessez-le-feu. Les forces armées congolaises n'ont pas encore communiqué à ce sujet. Et cela survient quelques heures après la signature d'un protocole de cessez-le-feu entre le gouvernement... Un mécanisme de vérification. Ouais, c'est ce protocole qui a été signé entre le gouvernement congolais et l'F-123. Nous nous sommes posé encore des questions ici. Nous l'avons interrogé. Nous avons interrogé sa quintessence et son importance actuellement. Et nous avons remarqué que rien n'a été respecté avant et maintenant. Et la question à se poser, c'est que est-ce que Doha va contribuer à la cessation des hostilités? On commence à en douter parce que c'est pas seulement un petit Blaise. Dans le massif aussi, à cette heure où nous parlons, il y a des affrontements en cours. Dans la cité des Nyabiondo, les Alliés sont venus attaquer l'F-123 qui contrôle ces grands centres depuis plusieurs mois, depuis avril. On a la question que nous continuons à nous poser. Quand on vient attaquer le centre de Nyabiondo, qui reste un grand centre commercial dans le territoire de Massissi, où il y a des milliers de populations, avec des déplacés aussi, venus de la zone d'attaque, où on mène plusieurs attaques à Lukweti, au nord de Lukweti. Plusieurs populations venues de ces coins-là sont actuellement en Nyabiondo, sans assistance humanitaire adéquate, mais Nyabiondo qui est encore aujourd'hui attaqué. Shoa également. À Shoa, il y a eu aussi des combats avant d'aller du côté du sud Kivu aussi, où les lignes de front continuent à bouger. Maintenant, comme je disais encore ici la semaine passée, dire à la population du Nord Kivu qu'il y a une avancée diplomatique, qu'il y a eu signature d'un protocole cessez-le-feu, qu'il y aura une équipe qui viendra faire le suivi de vérification de cessez-le-feu, c'est un peu lourd pour nous de comprendre cela et de comprendre qu'il y a une avancée alors que chaque jour qui passe, il y a des combats et dans ces combats, il y a toujours des victimes collatérales. Très bien. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, dos au mur face au M23, a échangé avec une délégation du mouvement politico-militaire de l'F-123. Depuis janvier 2025, les rebelles ont pris contrôle de la ville de Goma, Bukavu et menacent d'avancer vers la ville d'Ouira, frontalier avec la capitale économique burundaise, le Burundi, héritier. Qu'est-ce que ces pays craignent? Oui, il faut noter que cette révélation a été faite par l'Africa Intelligence, c'est un des médias sérieux au monde qui parle un peu de l'actualité à la en Afrique. Et c'est l'Africa Intelligence. Une délégation de la F-123 a atterri à Bujumbura secrètement et a échangé avec le président burundais Evariste Ndayishimiye au cours de ces échanges. Site à Africa Intelligence. Les échanges ont porté sur l'appui du gouvernement burundais, mais également qui appuie. Vous savez, depuis plus de 2 ans, le gouvernement burundais appuie le gouvernement de Kinshasa face à l'AFC-M23 qui, depuis 2021, s'est emparé d'un
pan des territoires congolais, dont la ville de Goma et la ville de Bukavu, les plus grandes villes de l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, l'AFC-M23 ne cache pas ses ambitions pour prendre Uvira et avancer côté tout, même Baraka et avancer vers l'ancienne province du Katanga. Et ces ambitions de l'AFC-M23 qui fait craindre les pires pour les Burundis. Alors on les sentait déjà. J'ose pas que le Burundi allait entrer dans la danse de ces conflits. Déjà que l'M23 parle d'une élimination de la menace à la source, et on sait qu'il y a l'aéroport du Burundi qui est utilisé pour abriter des drones et des avions de chasse qui bombardent les positions de FARDC. Qu'est-ce que, plutôt dit M23, que craint Ndayishimiye? C'est cette implication régionale dans ce conflit qui était redoutable, comme vous venez de le dire. Et pour le Burundi, il est évident d'avoir un allié, soit l'AF-123, soit le gouvernement de Kinshasa. Parce que ce que d'abord le Burundi craint, c'est cette implication rwandaise dont on parle du M23, dans les conflits qui gangrènent l'Est de la RDC. Nous savons très bien que les relations entre Kigali et Gitega n'ont jamais été au bon fixe depuis l'avènement d'Evariste Ndayishimiye au pouvoir. D'ailleurs, la frontière est aujourd'hui fermée. Alors, c'est peut-être ces conflits-là entre le Rwanda d'abord et le Burundi qui fait que Ndayishimiye craint une avancée ces rebelles qui sont accusés de se soutenir par le Rwanda vers son pays. Peut-être Ndayishimiye craint que le Rwanda utilise cette rébellion pour déstabiliser son régime, ce qui n'est pas peut-être évident parce que pour l'AF-123, le but c'est d'éliminer la menace qui pèse sur la région de Haut-Plateau venant d'Uvira. Mais ce que nous pouvons peut-être émettre comme analyse à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, il est évident que si l'AF-123 avançait vers Uvira, du moins on n'aura plus de choix que de coopérer. D'abord pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour des raisons transfrontalières, des échanges entre les populations d'Uvira. Parce qu'il sera difficile pour le Burundi de fermer cette frontière si Uvira tombait. Parce qu'il y a des populations qui vont être enclavées, tous ces échanges commerciaux qui se passent. Donc pour le Burundi, l'arrivée de l'F-123 dans la plaine et l'avancée vers Uvira va obliger le pouvoir du Burundi de coopérer avec cette rébellion. C'est pourquoi le Burundi essaie de maintenir sa relation avec Kinshasa en aidant les forces armées congolaises dans peut-être la logistique, dans les bombardements. Et aujourd'hui, le Burundi craint que l'AF-123 avance et vienne peut-être mettre un terme à ses relations avec Kinshasa. Mais maintenant, avec cette révélation que nous venons d'avoir auprès d'Africa Intelligence, c'est-à-dire que les relations entre le Burundi et Kinshasa commencent à aller vers sa fin. Parce que imaginez qu'aujourd'hui, on ait cette convention des non-agressions. Si le Burundi et l'F-123 arrivaient à obtenir cette convention de non-agression, ça veut dire déjà que les relations entre le Burundi et Kinshasa ne seront plus comme avant. Et déjà que le gouvernement congolais n'a que le Burundi comme seul allié. Partenaire dans la sous-région. Dans cette sous-région, ça va être compliqué pour Kinshasa. Si seulement le Burundi arrivait à se mettre d'accord avec la F-123, ça sera compliqué pour Kinshasa de continuer à maintenir même son emprise sur le haut plateau ou encore la plaine de la Ruzizi. Afrique Intelligence dit ceci, héritier. Avançant sur un fil, le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye cherche une stratégie de survie, quitte à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Comment vous comprenez exactement cette nouvelle démarche du Burundi? Oui, il y a beaucoup bossé sur cette question. Je vous rappelle que depuis il y a plusieurs mois, on avait épinglé aussi cette question de l'avancée de l'AF-123 sur Uvira et les risques un peu régionaux. Et l'AF-123 qui, dans la politique, ils ne sont pas bien sûr les moindres. Ils jouent aussi sur la diplomatie, que ce soit sur les plans diplomatiques, que ce soit sur les plans militaires. Ils sont des victoires parce que pour gagner la guerre, il faut mixer la diplomatie et les terrains pour
ne pas être effréné quelque part. Et la FC23 a dit ça, ils ont compris l'affaire. Comme le disait mon confrère Jospé, il y a des enjeux très importants que si la FC23 avance à Uvira, il y a des risques néfastes pour les Burundis. L'enjeu qui est politique et sécuritaire, parce que n'oublie pas que le haut plateau d'Uvira regorge des militaires rebelles ici du coup d'État raté de 2015. Exact. Et qui aujourd'hui restent une menace permanente au pouvoir burundais de Ndayishimiye. C'est comme les FDLR sur le sol congolais pour les Rwandais. Oui. Et à part ça, si l'AFC/M23 avançait à Uvira, il y aura ces craintes pour les Burundis de gérer l'afflux. On l'a vu à Goma, quand l'AFC/M23 a pris la ville de Goma, il y a eu des miliciens et des militaires congolais qui ont fui vers les Rwandais. Mais le cas contraire pour les Burundis, si la FC23 avançait vers Uvira, on suppose qu'il n'y a ni les militaires, parce qu'il n'y a pas. Si la FC23 parvient à couper la route Baraka-Uvira, donc il y aura seulement que 2 mois, soit les lacs Tanganyika, ou soit passer par la frontière Kavimvira vers Uvira, vers les Burundi, ce qui est plus facile. Et on se demande, c'est tous ces miliciens et tous ces militaires ce scénario qui peut arriver, et les Burundi est averti. Je pense qu'ils sont en train de voir tous ces scénarios, éviter les pires, parce qu'on ne saura pas contrôler toutes ces armes qui entrent dans les pays. Et les Burundi qui risqueraient aussi d'être déstabilisés au travers de ces miliciens Wazalendo qui peuvent entrer là-bas, les militaires, mais également connaissant qu'il y a également les rebelles burundais qui sont dans le haut plateau, qui risqueraient aussi d'en profiter, parce que plus il y aura ces militaires burundais qui vont aussi faire les repris. Si ce scénario arrivait, faire les repris vers le Burundi, on ne sait pas qui va entrer dans les Burundi. Mais également, l'autre enjeu qu'il faut noter, il faut dire qu'aussi l'aéroport international de Bujumbura, comme l'a dit Jospé, aujourd'hui constitue une base arrière de l'armée congolaise, utilisée pour frapper des positions des rebelles de la FC23. Et si la FC23 réussissait à avancer vers la zone, et si les Burundis ne solidarisent pas avec les gouvernements de Kinshasa, il y a risque de confrontation militaire directe avec les régimes du Burundi, avec comme conséquence, la FC23 risque de s'allier avec les rebelles burundais qui sont dans la zone, et ça risque créer les couloirs. Parce que l'ennemi, comme on l'a toujours dit, si tu as un ennemi... L'ennemi c'est mon ami. C'est mon ami. Autre question très capitale, la question économique. N'oublie pas aujourd'hui que les Burundi est confronté à une crise économique, et le Burundi n'a pas de carburant, et la population burundaise vit dans une crise néfaste économique, et la fermeture de la frontière de Kavimvira constituerait un peu tuer à moitié les Burundi, et parce que la plupart des carburants est ravitaillé depuis les Burundi, et plutôt depuis Uvira. Et si la FM23 arrivait à Uvira, et le scénario de fermer la frontière est arrivé, vous imaginez la population de la capitale économique Bujumbura, qui vit à majorité des commerces transfrontaliers entre Uvira et Bujumbura, risque à un certain moment de se soulever, de ne pas supporter cette crise économique, qui risque aussi d'avoir un peu de conséquences sur les pouvoirs de Kitega. Voilà pourquoi les Burundi est dans l'embarras et ne cherche à sauver sa peau, mais sauver sa peau aussi face à, comme l'a dit Africa Intelligence sur la vie. Dernièrement, le président burundais Evariste Ndayishimiye était à Kinshasa
pour demander des comptes financiers à son homologue congolais Félix Tshisekedi, qui est accusé de ne pas respecter ses engagements financiers face au Burundi, qui a envoyé des milliers et des milliers de militaires burundais. Je pense d'ailleurs on va revenir sur ça. Il y a ce week-end des rebondissements aussi sur le terrain. Très bien. Oui. L'actualité est toujours à suivre sur Kivu Morning Post. J'espère qu'on peut finir une minute avec vous. Oui, il y a quelque chose à dire avant. Il y a deux possibilités aujourd'hui pour le président burundais Evariste Ndayishimiye face à cette main tendue de l'F-123, parce que l'F-123 aura toujours besoin de la coopération burundaise pour pénétrer la plaine de la Ruzizi et Uvira. Soit Evariste Ndayishimiye... Ils sont déjà dans la plaine de la Ruzizi. Oui, oui. Le gouverneur du site Kivu était à Kamanyola. Voilà, c'est déjà dans la plaine. Mais à Kamanyola, donc c'est-à-dire que l'F-123 n'est pas à Kamanyola. Il est avant Kamanyola. Mais j'ai parlé de deux possibilités. Soit le président burundais va tourner le dos à Kinshasa, mais discrètement. Il va collaborer avec l'F-123 et il va retirer sa mesure défensive, le militaire burundais, pour que l'F-123 contrôle Uvira, et il va coopérer avec la rébellion pour la continuité des échanges commerciaux, mais à un prix. Le prix sera de neutraliser les rebelles burundais qui sont sur le sol congolais. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, il va maintenir sa relation avec Kinshasa pour des raisons économiques. Comme Héritier le disait, le Burundi est en difficulté aujourd'hui et le pouvoir est en train de survivre, notamment grâce aux gains venus de Kinshasa. Tshisekedi est en train de financer l'armée burundaise par des matériels et par de l'argent. Le Burundi n'est pas en train d'opérer en RDC gratuitement. C'est des millions de dollars qui viennent des gisements miniers, des carrières dans le Haut-Katanga, qui sont en train de financer cette intervention burundaise. C'est-à-dire que Ndayishimiye, pour des raisons économiques, comme il est en train d'aller vers la fin de son premier mandat, il risque de maintenir sa relation avec Kinshasa pour continuer à barrer la route à l'AFC M23 afin de profiter de ce financement. Mais là aussi, il y a un risque que la guerre maintenant puisse éclater et toucher la sous-région. Les deux pays, oui, la sous-région bien sûr. Et comme on a parlé de ses soutiens rwandais à l'AFC M23, donc ça va toucher déjà les trois pays de la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que les enjeux sont vraiment très bien délicats, parce qu'il y a ces deux possibilités. Soit Ndayishimiye va continuer à collaborer avec Kinshasa, mais avec les risques que l'AFC M23 fonce et avance et que la guerre devienne régionale. Soit il va collaborer avec l'AFC M23 et lâcher Kinshasa, mais à ces prix-là, de neutraliser les rebelles qui sont sur le sol congolais. Très bien, c'est la grande actualité. Nous aurons toute la semaine pour en parler. D'ailleurs, des grandes éditions à suivre par rapport à cette question. Oui. Avant de conclure, ce que je peux ajouter à ce que Jospé Hangé a dit, il faut dire que ce week-end, il y a eu évolution après cette révélation de Africa Intelligence. On a vu des militaires burundais qui ont quitté les lignes de front, ceux qui étaient dans les territoires de Mwenga, ils sont se dirigés vers Kamituga. À une aérodrome qui se trouve à une trentaine de kilomètres de la ville de Kamituga. Et il y a des informations jusqu'à là non officielles qui estimeraient que les Burundis commenceraient à mettre sur pied son plan de retrait de ces militaires sur le sol congolais. Et c'est à voir, on va surveiller la situation, voir ce qui va se passer, parce que vous savez, les politiques, il y a toujours des compromis, il y a toujours des intérêts. Oui, il y a toujours ce qui est dit dans les médias et les non-dits. Et les Burundis, je pense à des leçons, parce que depuis Mouchaki, depuis Ngungu, Kalungu et Nyabibwe, où ils ont subi des revers face à la FCM 23, et jusqu'aujourd'hui dans les sites Kivu, ils ont tiré quand même des leçons. Et étant un peu et a suivi cette guerre, je ne pense pas que l'armée burundaise, là où elle est, sera capable de faire face aux rebelles du M23 qui aujourd'hui continue à renforcer son arsenal militaire, et il risque un peu d'être perdant face à cette guerre dont
il est allié à Kinshasa avec cette alliance un peu militaire, coopération militaire. Très bien. Des grandes éditions. On va suivre la question pour vous, chers internautes. Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Il y a des évidences pour chaque guerre. Et nous, on parle de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, Kivu Morning Post est la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous et on va tous ensemble s'informer mutuellement. Portez-vous bien.